La réaction de l'Ukraine au plan de paix en 28 points. Volodymyr Zelensky déclarant que ce sera l'un des moments les plus difficiles de notre histoire. L'Ukraine fait face à un choix très difficile, soit perdre notre dignité, soit risquer de perdre un partenaire clé. Il n'a pas précisé de qui il s'agissait, mais nous avons deviné Donald Trump. Soit les 28 points difficiles, soit un hiver extrêmement rigoureux, le plus dur jusqu'à présent. L'Europe s'est également opposée à ce plan, pour de nombreuses raisons. La principale étant que les garanties de sécurité de l'OTAN n'y figurent pas. Ils ont affirmé qu'ils protégeraient bien sûr les intérêts de l'Ukraine et de l'Europe. On dirait qu'ils sont en train de craquer. Ils sont très inquiets. Pourquoi sont-ils si inquiets? Et pourquoi Zelensky, en particulier, parle-t-il de cet hiver le plus rude à ce jour? Ce sont des mots plutôt inquiétants. Vous savez, il y a ce vieux dicton « Joue avec le feu et tu verras ce qui t'arrive ». L'Ukraine a joué et elle en paie le prix. L'armée ukrainienne est en train d'être massacrée systématiquement sur le champ de bataille. J'ai vu un commentaire en ligne et j'ai dit « Les gars, taisez-vous. Si vous allez m'accuser de quelque chose, faites vos recherches. » J'ai toujours été cohérent, du matin au soir. L'Ukraine est en train de perdre cette guerre. Elle perd des hommes par centaines, et c'est la réalité. Les chiffres des pertes aujourd'hui, même si, globalement, le taux de perte est d'environ 10 pour 1, montrent qu'aujourd'hui, le rapport est bien plus élevé, car les Russes dominent le champ de bataille sous tous les angles. Mais c'est simplement la réalité. L'Ukraine est sur le point de perdre certaines de ses meilleures brigades, la 25e brigade, la 38e brigade de marine et, je crois, la 92e brigade d'assaut aérien. Ce sont toutes des formations entraînées par l'OTAN qui sont maintenant bloquées de façon permanente et elles vont toutes mourir. Et quand elles mourront, ce ne sera pas seulement le matériel qui sera perdu, mais aussi le personnel formé. Et il n'y a pas de remplacement. Les remplaçants sont des types qu'on assomme et qu'on traîne vers l'entraînement militaire, puis qu'on envoie en première ligne pour mourir. Voilà la réalité à laquelle Zelensky est confronté. L'autre réalité, c'est que les Ukrainiens ont essayé de s'en prendre à l'industrie pétrolière russe et de lui nuire. Là encore, c'est un plan britannique qui a été très bien étudié. Je veux dire, les Britanniques ont identifié tous les points où se trouve l'infrastructure énergétique, puis ils ont fourni des renseignements aux Ukrainiens. Les Ukrainiens ont lancé des drones spécialement conçus pour déjouer les défenses aériennes russes. Des drones en bois, volant lentement, avec une signature radar ressemblant à un vol d'oiseau. C'est la période de l'année où des vols d'oiseaux traversent le ciel un peu partout. Ensuite, ces drones frappaient les raffineries de pétrole russes, les sites de distribution de pétrole, et ainsi de suite. J'ai eu une conversation fascinante avec un homme qui fait partie du comité reliant le ministère de la Défense au secteur énergétique russe, la partie production de pétrole et de gaz, sur la manière de se défendre contre cela. En gros, le programme anti-drone et la protection de ces installations. Et il a dit oui, nous avons été touchés. Nous avons été touchés. Il a précisé qu'aucun dommage n'était permanent. La Russie est après tout une immense station-service dotée d'armes nucléaires, si l'on en croit certains. Mais ils ont beaucoup de pièces de rechange. Lorsque ces raffineries sont frappées, les Russes parviennent à isoler les dégâts, à les réparer rapidement et à remettre la raffinerie en service. Donc vous savez, il n'y a pas de dommages permanents ou durables pour l'économie russe, contrairement à ce que disent les gens sur Twitter et ailleurs. Il y a quelques pénuries temporaires dans certaines régions du pays à cause de cela, mais avec la réaffectation et la redistribution des ressources, boum, il n'y a pas de file d'attente pour l'essence, aucune, et le prix de l'essence n'a pas tellement augmenté. Ça a un peu augmenté, mais pas tant que ça. Il y a du diesel.
Donc toute cette fiction que vous entendez sur Twitter et ailleurs, c'est du pur n'importe quoi. Ce qui n'est pas du n'importe quoi, c'est que les Russes ont désormais détruit toutes les grandes installations de production d'électricité en Ukraine. Aucune ne fonctionne. Elles sont toutes détruites. C'est fini. Et la Russie va continuer à les frapper. L'Ukraine n'a pas la capacité de les réparer. L'Europe, en ce moment, est paniquée, essayant de trouver des moyens de détourner de l'électricité vers l'Ukraine, de les aider à réparer les infrastructures ou de trouver des capacités de production avec des générateurs. Mais c'est tout. C'est fini pour l'Ukraine. Et c'est la réalité. Si cet hiver devient froid, et il l'est enfin, ce n'est pas le pire. Tu sais, les températures en ce moment tournent autour de 0. Moscou a eu sa première neige, puis la neige a fondu. Je pense qu'il reste quelques plaques au sol en ce moment. Saint-Pétersbourg a connu une chute de neige importante. Mais l'Ukraine, elle va avoir froid. Il fait toujours froid là-bas. Et dans un mois, en allant vers février ou début mars, l'Ukraine sera comme une glace, sans électricité, sans gaz pour se réchauffer. Cela va mener à un effondrement de la société. Et c'est ce que Zelensky va dire. Et ensuite, on ajoute par-dessus cela le scandale de corruption. Vous savez, nous avons toujours su que l'Ukraine était fondamentalement corrompue, peu importe à quel point les démocrates ont essayé de le nier ou de le dissimuler. Vous savez, il y a eu un moment où Seymour Hersh en a parlé, lorsque le directeur de la CIA, William Burns, a dû se rendre en Ukraine pour affronter directement Zelensky. Et c'était pas du genre « Oh, vous êtes corrompu ». C'était plutôt « Écoutez, nous vous comprenons ». Parce que, pour défendre Zelensky, la réalité du système politique ukrainien, c'est qu'il faut acheter les gens. Bon sang, regardez le Sénat des États-Unis. Qui était-ce? Le sénateur Johnson ou quelqu'un d'autre, à qui l'on a demandé s'ils allaient interdire le délit d'initié. Il a répondu non. Si vous interdisez le délit d'initié, alors qui se présentera au Sénat? Quel est l'intérêt? Et il l'a dit à voix haute. En gros, non, il faut nous donner le droit de nous enrichir. Nous devons pouvoir nous enrichir ici, sinon il n'y a aucune raison pour nous de venir au Sénat. Très bien. Eh bien, l'Amérique est l'une des démocraties les plus fondamentalement corrompues au monde, car c'est la réalité. Quand on devient membre du Congrès ou sénateur, on s'enrichit grâce au délit d'initié. Le système est conçu pour rendre cela possible. L'Ukraine est structurée de manière similaire. L'argent alloué finit dans les poches de ces gens. C'est comme ça que ça fonctionne. Et quand davantage d'argent arrive pour soutenir un système de gouvernance en temps de guerre, Zelensky doit permettre aux gens de s'enrichir. C'est pour cela qu'ils le soutiennent. Ils ne le soutiennent pas parce qu'ils l'aiment. Ils ne le soutiennent pas parce qu'il est le plus grand représentant démocratique que le monde ait jamais connu. Ils le soutiennent parce qu'il facilite une corruption qui rend tout le monde riche. Et donc les États-Unis laissent faire. Mais Zelensky prenait tellement d'argent que William Burns a dû intervenir et dire « Tu ne peux pas en prendre autant. Nous allons te laisser prendre. Je crois que le montant était de 400 millions de dollars. Mais nous allons fixer une limite à 400 millions. Et tu ne peux pas en prendre plus que cela. » Je veux simplement rappeler à tous les Américains que ces 400 millions de dollars proviennent des contribuables américains. D'accord? Et pour vous tous, les Européens, c'est aussi votre argent. Nous avons donc maintenant ce scandale qui a éclaté, certaines raisons de croire que les États-Unis pourraient être à l'origine de la fuite de ce document, précisément pour affaiblir Zelensky et le placer dans une situation très difficile. Mais le fait est que Zelensky a été dénoncé comme un individu corrompu. Il n'a aucune légitimité, aucun mandat. La seule chose qui lui permet de gouverner, c'est la corruption. Et donc, Zelensky fait face à un hiver très très difficile. Il se peut qu'il ne survive pas à cet hiver.
Vous savez, quand on est aussi corrompu, on ne peut pas simplement s'en tirer sans conséquence. Surtout quand 1,5 million à 2 millions d'âmes ukrainiennes vous hantent pour tout ce que vous avez fait. L'Europe a essentiellement fondé sa capacité de croissance économique et politique sur le maintien du conflit en Ukraine. Si l'Ukraine s'effondre, voyez-vous, ce plan politique en 28 points ne concerne pas seulement l'effondrement de l'Ukraine. C'est la fin de l'Europe. C'est littéralement la fin de l'Europe. L'Europe ne survivra pas à cela. Je veux dire, les élites politiques et économiques européennes sont profondément liées à l'Ukraine et à son avenir. Donc, vous savez, ces Européens ne seront pas contents de Zelensky non plus. Je ne vois tout simplement pas Zelensky partir pour une retraite paisible et agréable. Je pense qu'il subira le traitement Diem. Et pour ceux qui veulent savoir de quoi il s'agit, il suffit de se pencher sur le Vietnam et sur ce que la CIA a fait au président Diem lorsqu'il est devenu gênant pour les États-Unis. Oui, très bon point, Scott. Je voulais ton avis là-dessus. Il y a eu des rumeurs qui circulaient au sujet de ce plan de paix en 28 points qui aurait fuité. Tu as dit que cela pouvait être une façon de mettre Zelensky dans une position difficile. Et juste après, les États-Unis, sous l'administration Trump, ont déclaré que Zelensky avait un délai pour l'accepter, faute de quoi il perdrait l'accès aux armes et au partage de renseignements. Mais on a aussi vu Keith Kellogg, qui est désormais sur la touche, quittant son poste après 1 an comme envoyé spécial américain en Ukraine. Alors, y a-t-il un lien, Scott, entre la publication de ce plan de paix en 28 points et l'éviction de Keith Kellogg? Oui, je le crois. Encore une fois, ce n'est qu'une spéculation éclairée. Je n'ai personne qui m'appelle pour me dire « voici ce qui se passe ». Mais Keith Kellogg a été le chuchoteur de l'Ukraine à l'oreille de Trump. C'est lui qui a donné à Trump toutes les mauvaises informations sur l'Ukraine. Et pendant un certain temps, Trump y a littéralement cru. L'Alaska a été un signal d'alarme pour Donald Trump. Parce que l'Alaska, eh bien, les Russes y ont posé un jalon sur ce que sont les limites, leurs attentes, la réalité. Et Trump a été contraint de l'accepter, car il n'avait pas d'autre choix. Kellogg est ensuite revenu plus tard et a aidé à faciliter, le groupe des 7 qui est entré à la Maison-Blanche pour affronter Donald Trump. Et tout ça, Kellogg était derrière. Pendant un moment, on aurait dit que Kellogg montait en puissance, parce que Trump avait commencé à parler des Tomahawks et de ce genre de choses. Puis Marco Rubio a eu un appel téléphonique avec Sergei Lavrov. Et c'était un appel très difficile pour Rubio, car Lavrov a abandonné toute diplomatie et a simplement dit « Vous devez arrêter d'écouter Keith Kellogg et tous les autres idiots, parce que vous avez complètement tort. » Nous ne jouons pas à ce jeu. Vous connaissez nos conditions. Nous ne changerons pas. Nous ne nous soucions pas de vous. Nous pouvons vivre sans vous. On m'a répété cela encore et encore. La Russie peut se déconnecter des États-Unis, la Russie peut se déconnecter de l'Europe et survivre. Elle ne prospérera pas, mais elle peut survivre. Et la Russie est prête à le faire. Lavrov a essentiellement dit à Rubio d'aller se faire voir, qu'il n'obtiendrait rien de ce qu'il voulait. Cela est remonté jusqu'à Trump. Et je pense que c'est à ce moment-là que Witkoff et Kirill Dmitriev ont pris l'avion pour les États-Unis, sont descendus à Miami, et tout le monde se demandait probablement comme moi, pourquoi va-t-il à Miami? Qu'y a-t-il à Miami? Eh bien, nous savons maintenant que Steve Witkoff était à Miami. Witkoff a une résidence en Floride, et lui et Kirill Dmitriev ont commencé à élaborer ce plan de paix en 28 points parce qu'il est fondé sur la réalité russe. Il reste encore quelques problèmes là-bas, c'est de la politique. Trump ne va pas tout céder d'emblée. Mais ce document, avec l'annexe qui n'a pas encore été publiée,
reflète en grande partie la position russe. Il y a certaines choses dont nous avons déjà parlé, les 600 000 hommes, la ligne de contact gelée, et ainsi de suite, qui ne tiendront pas. Je ne vois pas la Russie faire des concessions sur ces points. Mais Kellogg est fini, car il a maintenant été démasqué comme un menteur, ou complètement stupide et incompétent, ou les deux. Mais le président ne fait plus confiance à Keith Kellogg. Alors maintenant, Kellogg, c'est fini, terminé. Certains pensent qu'il a fait fuiter une version des 28 points à la presse via Axios afin de saboter le plan, de donner aux Ukrainiens et aux Européens l'occasion de dire non et de s'opposer à Trump, etc. Et s'il a fait ça, alors c'est un fichu traître, le genre de traître qu'on devrait mettre contre un mur et exécuter. C'est un type, souvenez-vous, Keith Kellogg, c'est celui qui, le mois dernier, est allé voir Zelensky et a reçu l'une des plus hautes distinctions que les Ukrainiens puissent accorder à un envoyé spécial américain. Quelqu'un censé travailler pour le président des États-Unis, mais qui apparemment travaillait pour les Ukrainiens depuis le début. Tu sais, est-ce qu'on entre encore une fois dans ce genre de jeu? J'ai l'impression que la dernière fois que nous avons eu de véritables discussions entre les États-Unis et la Russie, l'Europe faisait exactement ce qu'elle fait maintenant. Rencontrer Zelensky en urgence. Scholz, Macron, Starmer, ils disent tous « Non, nous préparons des troupes. Nous préparons plus d'aide pour l'Ukraine. » En gros, pour saper tout cela. Qu'en penses-tu? On a vraiment l'impression que ce cycle se répète sans cesse. Et ensuite, après ta réaction, je passerai la réponse de Poutine. Il semble presque l'annoncer à l'avance. Alors, qu'en penses-tu? Eh bien, je veux dire, je pense que c'est pour cela que ce plan de paix en 28 points a été divulgué. Pour que Kellogg puisse, de manière indirecte, tirer une dernière réaction des Européens. Soyons aussi clairs que possible. Il n'y aura pas de troupes européennes déployées en Ukraine, pour plusieurs raisons. Premièrement, ils n'en ont pas à déployer. Je veux dire, je me demande simplement d'où elles viendraient. La France a mené un grand exercice logistique il y a 2 ans. Le nombre maximal de soldats que les Français ont pu mobiliser et projeter hors de France était de 12 500. Si vous pensez que 12 500 soldats vont faire pencher la balance sur le champ de bataille, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Les Britanniques, eux, n'ont tout simplement pas d'armée. Ils en ont pas. Ils n'ont pas d'artillerie. Ils ont donné toute leur artillerie automotrice. La Grande-Bretagne n'a plus d'artillerie automotrice. Tout a été envoyé aux Ukrainiens et tout est en train d'être détruit. On pourrait faire tenir toute l'armée britannique dans un grand stade de football européen et il resterait encore 30 000 places invendues. Les Britanniques n'ont donc absolument aucune capacité à projeter leur puissance. L'Allemagne, vous savez, les Allemands, un sondage réalisé plus tôt cette année indiquait que si l'Allemagne était envahie, seulement 16% de la population masculine serait prête à se battre et à mourir pour défendre le pays. 16%. Maintenant, imaginez ce que ce chiffre donnerait si l'Allemagne essayait de projeter sa puissance en Ukraine. Il n'y a tout simplement aucun soutien. Et l'armée allemande est fondamentalement une armée en ruine. Je veux dire, on peut bien avoir tous ces soi-disant nazis du 4e Reich comme Merz et compagnie qui parlent de construire la plus grande armée. C'est du vent. La construire avec quoi? Rheinmetall a perdu 20% de sa valeur boursière ces derniers mois. Il n'y a plus de capacité de production d'acier. Il n'y a tout simplement rien. L'Allemagne ne peut rien faire. Elle ne peut pas projeter de puissance. La Pologne serait à court de munitions d'artillerie en 14 jours. Il n'y a donc aucune armée européenne en train d'être projetée en Ukraine. Il pourrait y avoir une force de quelques milliers d'hommes, toutes les forces combinées, qui pourraient intervenir comme force de maintien de la paix s'il y avait un cessez-le-feu et si les Russes y consentaient. Mais ces casques bleus ne seraient déployés que si les États-Unis les soutenaient.
Et les États-Unis ne sont pas disposés à le faire pour le moment. Donc, l'Europe seule n'enverra pas de troupes en Ukraine. C'est clair, simple constat. Les Européens n'ont rien. Ils ne peuvent rien menacer Donald Trump avec, parce que Trump appellera simplement leur bluff. Nous allons le faire. Eh bien, faites-le. Faites-le. C'est tout ce que Trump a à faire. Se taire et le faire. Arrêtez de me dire ce que vous allez faire et faites-le simplement. Eh bien, nous ne pouvons pas le faire. Alors taisez-vous. Parce que si vous dites que vous ne pouvez pas le faire sans le soutien américain, nous ne vous soutiendrons pas. Alors débrouillez-vous. Ah oui, l'Allemagne, c'est vous qui dirigez l'OTAN en ce moment? C'est fini, vous ne pouvez pas diriger. Vous avez tout le soutien en communication et la planification logistique, et nous n'avons aucune capacité à faire quoi que ce soit. Nous n'avons aucune puissance aérienne. Notre armée de l'air n'a pas été correctement entretenue depuis des décennies. Nous pouvons à peine faire décoller 5 avions en même temps. Ne partez pas à l'Amérique. Je veux dire, Trump détient toutes les cartes, littéralement. L'OTAN ne vaut rien, elle est dysfonctionnelle. C'est juste un énorme gaspillage d'argent. Donc je ne pense pas que les Européens iront très loin cette fois-ci. Keith Kellogg n'est pas là pour le soutenir avec ses mensonges. Marco Rubio s'est essentiellement lavé les mains de l'Ukraine. Il est actuellement entièrement concentré sur le Venezuela. Et donc, vous savez, les Européens n'iront nulle part avec ça. C'est fini pour l'Ukraine. Zelensky a raison. Il fait face à un choix extraordinairement difficile. Ce sujet n'a pas été abordé plus tôt, et je peux deviner pourquoi. Je pense que la raison est la même. L'administration américaine n'a toujours pas réussi à obtenir l'approbation de l'Ukraine. L'Ukraine s'y oppose. De toute évidence, l'Ukraine et ses alliés européens entretiennent encore des illusions et rêvent toujours d'infliger une défaite stratégique à la Russie. Je ne pense pas que cette position découle de l'incompétence. Je ne vais pas aborder cet aspect pour l'instant, mais plutôt d'un manque d'informations objectives sur la situation réelle sur le terrain, sur le champ de bataille. Et il est clair que ni l'Ukraine ni l'Europe ne réalisent ce à quoi ça pourrait finalement conduire. Très diplomatique de la part de Vladimir Poutine. Aide-nous à interpréter cela, Scott. Eh bien, en gros, ce qu'il a dit, c'est que le plan de paix qui a fuité n'avait pas été coordonné avec le gouvernement russe. C'est-à-dire qu'il n'était pas passé par les services russes, qu'il ne venait pas du ministère des Affaires étrangères. Kirill Dmitriev a reçu un mandat pour faire avancer le processus de l'Alaska, mais il ne remplace pas le ministère des Affaires étrangères. Donc je pense que ce qu'il élaborait avec Steve Woodcock, c'était un plan du possible. Pas le plan, mais un plan du possible. Et en le divulguant, celui qui l'a fait, Keith Kellogg, tu vois, a devancé le processus de validation. Et Poutine disait en gros que cela s'était produit parce que Trump ne contrôlait pas les Ukrainiens. Il ne contrôle pas l'Europe. Il ne contrôle même pas son propre personnel. Je veux dire, Keith Kellogg a divulgué ce document. Il devrait être arrêté, accusé de trahison, littéralement, parce que c'est ce qu'il a fait. Saper le président en exercice sur une question de sécurité nationale. Mais en gros, Poutine dit que si les Européens et les Ukrainiens pensent qu'ils vont obtenir quelque chose de ce processus autre que ce que la Russie est prête à leur accorder, c'est inutile. La Russie va continuer à mener cette guerre. La Russie a l'élan stratégique sur l'ensemble de la ligne de contact. La Russie domine la guerre aérienne. La Russie a effectivement mis fin à la guerre énergétique. Vous savez, il y avait cette sorte de représailles énergétiques qui se poursuivait. Le système énergétique de l'Ukraine est complètement paralysé et la situation va encore s'aggraver à mesure que les Russes poursuivent leur frappe. La Russie s'est adaptée aux tactiques ukrainiennes. Vous savez,
Je suis ici à Moscou. Je suis allé dîner l'autre soir à Moscow City, cette nouvelle partie de la ville avec des gratte-ciels très modernes. J'ai mangé dans l'un de ces restaurants au 89e étage du plus haut immeuble, avec une vue panoramique complète. Ces bâtiments ont été touchés 2 fois pendant les premières phases des attaques ukrainiennes contre Moscou. J'ai demandé aux gars avec qui j'étais, « Vous n'avez pas peur des drones ukrainiens ?» Ils ont répondu, « Aucun drone ne viendra frapper ce bâtiment. Aucun drone ne viendra frapper le centre de Moscou. » Nous les avons eus comme ça. Les Russes ont sécurisé Moscou. Quelques drones atteignent les banlieues et tout ça. Mais tu sais, la guerre des drones est terminée. La guerre des villes est finie. L'Ukraine a perdu. Et s'ils veulent continuer à jouer à des jeux stupides, les Russes ont la capacité de continuer à intensifier. Je veux dire, je termine justement un article en ce moment sur l'Iskander. Tu sais ce que ça signifie? Avoir un missile de portée intermédiaire, une capacité stratégique utilisée au combat pour la première fois dans l'histoire. Cela représente une capacité d'escalade que la Russie garde encore en réserve. La Russie n'en est pas encore au point où si elle allait plus loin, elle devrait recourir aux armes nucléaires. Aujourd'hui, la Russie a la capacité d'intensifier ses actions de manière stratégique, sans recourir aux armes nucléaires. Et vous savez, c'est simplement une autre capacité que la Russie possède et que l'Occident n'a pas. Les Russes ont développé de nouveaux systèmes. Ryabkov, le vice-ministre des Affaires étrangères, l'a laissé entendre. Je pense que l'un d'eux est l'Iskander-S, qui est essentiellement le missile Iskander, auquel on a désormais donné une capacité de portée intermédiaire, étendant ainsi sa portée pour qu'il puisse frapper en profondeur en Europe. Ils ont peut-être fait la même chose avec le missile 9M729. C'était un système controversé que les États-Unis avaient accusé la Russie d'avoir utilisé en violation des règles en 2019. C'est pour cette raison que les États-Unis se sont retirés du traité INF. À l'époque, les Russes affirmaient qu'ils ne trichaient pas, et je les ai crus. Mais maintenant que le traité INF a disparu parce que les États-Unis s'en sont retirés, je pense que les Russes sont revenus à ce système et y ont apporté certaines modifications. Ce système a désormais une portée INF, 1200 km, peut-être même plus, et les Russes l'utilisent à nouveau. Selon certains rapports, la Russie a utilisé ce missile à plusieurs reprises contre l'Ukraine, le lançant à de plus longues distances, simplement pour faire passer un message, pour montrer qu'elle peut frapper l'Ukraine à 1200 km de distance. Imaginez ce qu'il pourrait faire s'il rapprochait ce système, jusqu'où il pourrait pénétrer en Europe. La Russie dispose donc aujourd'hui de cette capacité à intensifier le combat, une capacité que l'Europe ne possède tout simplement pas et que l'Ukraine ne possède pas non plus. Puisque vous êtes en Russie, peut-être pouvez-vous nous dire, je sais que vous y êtes allé plusieurs fois maintenant, mais je suis sûr que vous apprenez quelque chose de nouveau à chaque voyage. Qu'aimeriez-vous partager à propos de votre voyage jusqu'à présent? Qu'y a-t-il de nouveau dans ce que vous avez appris? Et en quoi est-ce pertinent pour le moment actuel? Le peuple russe, de haut en bas, est fatigué de cette guerre. C'est une réalité. Il y a de la douleur dans les yeux de chacun quand je leur en parle. Cette guerre a profondément marqué la société russe. Vous savez, les gens ont des proches qui se battent. Je viens de déjeuner avec un homme dont le fils, par devoir patriotique, il n'avait pas été enrôlé, a dit à son père « Je ne peux pas continuer ma vie en ce moment si je ne sers pas mon pays en temps de guerre. » Et il est allé signer un contrat. C'est un contrat pour toute la durée, ce qui signifie qu'on ne signe pas, comme aux États-Unis, pour un engagement de 2, 4 ou 6 ans. Ce sont des contrats de durée. Vous signez pour toute la durée du conflit.
c'est-à-dire que vous combattez jusqu'à ce que vous mouriez ou qu'il y ait victoire. Vous savez, la combinaison de fierté et de tristesse dans les yeux de cet homme était réelle. Mais c'est bien là le point. Ils en ont assez de cette guerre. Mais ils sont aussi déterminés à ce qu'il n'y ait pas de paix sans victoire. Et c'est le toast qu'on porte toujours. La paix, mais d'abord la victoire. Et les Russes soutiennent pleinement leur direction dans ce combat. Vous pouvez écouter Gilbert Doctorow autant que vous le voulez. Il n'a absolument aucune idée de ce dont il parle quand il s'agit de la réalité de l'élite sociale russe et de la façon dont, selon lui, elle serait prête à jeter Poutine à la rue et tout le reste. Non, ce n'est pas le cas. Les partis d'opposition, et je leur ai parlé, disent « Écoutez, lors de la dernière élection présidentielle, nous n'avons présenté aucun candidat contre Poutine. Non pas parce que nous ne sommes pas un parti d'opposition, mais parce que nous aimons la Russie. Et Vladimir Poutine est le dirigeant actuel, et nous soutenons notre dirigeant. Nous présenterons des candidats aux élections législatives parce que nous voulons que notre point de vue soit représenté. Et nous voulons pouvoir exercer une pression sur Vladimir Poutine. Mais nous ne sommes pas ici pour saper le président en temps de guerre. Et voici la réalité. Le peuple russe soutient pleinement cet homme et le concept de gagner cette guerre. Et vous savez, l'autre chose, c'est que la Russie est en train de gagner de manière décisive. Les gens doivent comprendre cela. Il ne s'agit pas seulement de ce qui se passe sur le champ de bataille. Il s'agit d'une attaque à large spectre contre la Russie à travers des sanctions économiques, sans précédent dans l'histoire, et la saisie d'actifs. La Russie fait face à la russophobie aux États-Unis et en Europe. Vous savez, encore une fois, c'est une attaque à large spectre contre la Russie. Et pourtant, malgré tout, la Russie est en train de gagner, pas seulement un peu, la Russie gagne de manière décisive. Et c'est la réalité.